À la place de La prochaine fois, il sera demandé une robe à Patrick. Non, mais vraiment. Oui, mais là, la vache. ça va. Du coup, je la porte. Maxence, il est là? Il veut venir? Il a besoin de l'huissier. Si tu peux, parler en direction de la ça peut. Tiens, tu peux le refaire? Tu vas regarder, plutôt que tu regardes les autres. Mais ça va, j'étais contrée, mais parce que là, elle m'a dit qu'elle était pas grave. Ouais, là, Si jamais elle doit revenir. C'est bien. Ah non, mais je savais pas si c'était là. Vous pouvez vous asseoir, le temps ça reprend. La Cour criminelle est réunie aujourd'hui pour l'affaire ministère public contre Peter Pan et Madame Clochette. Je vais réaliser un rappel des faits. Le 5 janvier 1904, les époux Darling signalèrent la disparition de leurs 3 enfants, Wendy, Michel et Jean. Alors que les époux Darling avaient couché les enfants afin de profiter d'une soirée londonienne, ils découvrirent à leur retour 3 livres. Une enquête préliminaire était ouverte à la suite de ce renseignement. Les services d'enquête dirigés par le procureur de la République se rendaient au domicile des époux. Les caméras de surveillance situées au coin de la rue permirent de révéler qu'un jeune homme s'était introduit dans la maison par la fenêtre de la chambre de la petite Wendy. Le jeune homme, au nom de Peter Pan, était accompagné d'une jeune femme prétendant être une fée. Son état civil n'ayant pas pu être établi, elle affirme se prénommer Clochette. Ils eurent recours à l'utilisation d'une drogue sous forme de poudre afin d'endormir les enfants. Nos enquêteurs ont transmis cette pièce à conviction au laboratoire scientifique afin de déterminer la nature de cette substance que les protagonistes qualifient de poudre de fée. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait d'une nouvelle drogue ayant les mêmes effets que le GHB. Le but était de les emmener dans leur repère qu'ils appellent le pays imaginaire. Une perquisition a été diligentée dans ce repère et a révélé l'existence d'un gang rival situé dans une épave de navire et connu sous le pseudonyme suivant l'équipage du capitaine Crochet. Les individus sur place ont été interrogés par les services d'instruction de l'Érage.
Au sein du repère, plusieurs enfants, uniquement des garçons, ont été découverts. Leurs témoignages ont été recueillis et révèlent qu'ils ont également été emmenés par Peter Pan dans ce repère en usant du même procédé. S'il est vrai que les enfants semblent heureux et admirent Peter Pan, des analyses toxicologiques ont révélé qu'ils étaient tous sous emprise de poudre de fée. Il ressort de ces témoignages que les garçons perdus considèrent Peter Pan comme leur chef, sont soumis à ses ordres tels que mener des offensives contre le gang rival. À l'arbre du pendu, Wendy voulait rentrer chez elle et rappela aux garçons à quoi ressemblait la vie auprès de leurs parents. Ils décident alors de rentrer chez eux. Toutefois, Peter Pan met en garde ces hommes en disant que s'ils partent pour grandir, ils ne pourront plus jamais revenir. L'enquête psychologique des garçons perdus a révélé une véritable soumission des enfants à leur chef et une crainte de quitter le pays imaginaire. Il ressort de cette enquête que les garçons perdus ont tenté d'assassiner Wendy, persuadés que l'ordre venait de leur chef. En réalité, Madame Clochette, guidée par sa jalousie envers Wendy, avait manipulé les enfants. De plus, les séquelles psychologiques ont été remarquées, les garçons perdus étant désormais effrayés à l'idée de grandir et ont développé ce que les spécialistes en médecine psychiatrique appellent le syndrome de Peter Pan. Une description des lieux ainsi que des photographies ont été réalisées. Il semble que le repère, le pays imaginaire, ne soit en réalité qu'un hangar abandonné dans lequel la nature a commencé à reprendre ses droits en raison de l'absence d'entretien. Le chef du gang rival, M. Crochet, a également témoigné. Il a révélé aux enquêteurs avoir été victime de M. Pan. Ce dernier lui aurait tranché la main, puis l'aurait jeté au crocodile. Depuis ce jour, M. Crochet vit dans la peur des crocodiles, espèce très répandue dans le quartier du pays imaginaire et du groupe de M. Pan. Monsieur Crochet coopérait durant toute l'enquête et reconnu vouloir se venger de M. Pan, ce qu'il aurait subi. Il se basait sur le code de la piraterie pour affirmer bénéficier d'une créance à l'égard de M. Pan, selon l'adage coutumier œil pour œil, dent pour dent, et que ce litige ne relevait pas de notre juridiction. Le second du capitaine, M. Mouche, corroborait les éléments factuels et ajouta subir des pressions des autres pirates qui souhaitaient reprendre le large au lieu de poursuivre M. Pan. Il explique également être constamment à l'affût au cas où le crocodile surgirait de nouveau afin de protéger son capitaine des traumatismes auxquels il aurait été confronté. Les enquêteurs ont trouvé sur les lieux les 3 enfants du couple Darling en train de jouer avec des tenues d'indigènes et des costumes d'animaux. M. Pan et sa complice ont été placés en détention. Un avis de fin d'information a été délivré le 1er avril 2022. Le réquisitoire définitif du procureur de la République concluait au renvoi de M. Pan, mis en examen devant le tribunal correctionnel de l'érage des chefs suivants: enlèvement, acte de barbarie, abus frauduleux de l'état de faiblesse, usage et administration stupéfiants. Le renvoi de Mme Clochette, mise en examen devant le tribunal correctionnel de l'érage des chefs suivants: tentative de meurtre et complicité de chefs d'enlèvement, d'usage et d'administration stupéfiants. M. Pan en cours 20 ans de réclusion criminelle et Mme Clochette en cours 30 ans de réclusion criminelle. La parole est donnée à l'avocat général. Madame la Présidente, Monsieur, Madame les assesseurs. Gilbert Bourdin, Jim Jones, Bhagwan Sri Rajneesh, Charles Manson. Peut-être reconnaîtrez-vous certains de ces noms. Ces hommes sont de confessions différentes, n'ont vécu ni sur le même continent, ni à la même époque. Pourtant, tous ont un point commun. Ils sont ce que nous appelons vulgairement des gourous, c'est-à-dire des personnes à la tête d'une secte. Le nom de Monsieur Peter Pan doit intégrer cette liste, car il s'agit bien d'un maître à penser, d'un leader charismatique, cruel et manipulateur comme l'histoire en a rarement connu. Les faits tels qu'ils viennent de vous être rapportés sont d'ores et déjà accablants. Mais il me faut insister sur le caractère absolument sordide de cette affaire. Il faudra donc pour cela vous décrire plus en détail le schéma qu'utilisait M. Peter Pan afin d'attirer, de séduire et de garder captifs des enfants sans défense. L'étude de ce schéma suffira à caractériser les différentes infractions: enlèvement, acte de barbarie, abus frauduleux de l'état de faiblesse, usage et administration de stupéfiants. Comme pour la plupart des gourous, le charisme de M. Peter Pan est indéniable. Celui-ci exerce une forme de magnétisme sur les personnes qu'il rencontre, y compris la gente féminine, bien sûr. C'est de cette manière qu'il fera la connaissance de Madame Clochette. Celle-ci tombe éperdument amoureuse au premier regard, mais les faveurs de M. Peter Pan se font attendre. Alors, dans l'espérance de devenir un jour sa maîtresse, celle-ci devient son bras droit. Les comparses commencent par vivre de menus larcins, mais cela vite ne suffit plus aux sombres ambitions de M. Peter Pan.
Bonnie et Clyde vont alors mettre en place un procédé bien relevé afin d'enlever les enfants. Le schéma est simple. Le repérage des enfants potentiels, la prise de contact avec eux, l'administration d'une drogue puissante, puis l'enlèvement à proprement parler. Pour ce qui concerne le repérage, Peter Pan et Madame Clochette choisissaient volontairement des enfants approchant la crise d'adolescence, souvent dans un rejet de l'autorité parentale, des sujets faibles, en perte de repères, manipulables. Et la perversion profonde de M. Pan est encore plus visible dans la phase de prise de contact avec les enfants, puisque celui-ci se fait volontairement passer pour plus jeune qu'il n'est, créant ainsi un lien de confiance. Puis il promet une vie faite d'aventures, sirènes, pirates, indiens, tout y passe, rien n'est trop beau et aucune responsabilité pour toujours. Mais où se trouvent donc toutes ces merveilles? Au pays imaginaire, bien sûr. Les enfants sont subjugués, sous le charme, tous veulent le suivre, et c'est ainsi que M. Peter Pan met en place la troisième partie du schéma. Pour aller au pays imaginaire, il faut voler. Regarde, je m'envole comme un rossignol, voilà ce que M. Pan disait à ses jeunes enfants. Et pour voler, ou devrais-je dire planer, il faut prendre de la poudre de fée. La poudre de fée est une drogue, avec les mêmes effets que le GHB, mais qui provoque des hallucinations comme le LSD. En somme, Wendy in the sky with diamonds. Une fois la drogue administrée et les enfants endormis, M. Peter Pan n'a plus qu'à les kidnapper et à les emmener dans un hangar lugubre, très loin du conte de fées. L'élément matériel de l'infraction d'enlèvement ne peut qu'être constaté. Le stratagème poussé et réfléchi mis en place par Peter Pan ne nous laisse pas douter un seul instant de son intention de commettre l'infraction. L'élément moral est par là même constitué. Une fois au pays imaginaire, Peter Pan continuait toujours pendant un temps la phase de séduction que les psychologues appellent aujourd'hui la phase d'accrochage. Peter Pan et Madame Clochette créaient alors un lien avec le nouveau sujet afin de le valoriser, capter son attention. Monsieur Peter Pan transmettait alors sa doctrine et faisait perdre son individualité au nouvel arrivant au profit du groupe. Le groupe étant les garçons perdus et la doctrine de Peter Pan consistait en une diabolisation du monde extérieur où il oppose les adultes aux enfants perdus, créant ainsi une véritable crainte pour les jeunes adeptes de quitter le repère. Une fois que Peter Pan constatait chez l'enfant l'abandon total de son système de valeurs, voire même parfois une forme d'oubli de sa vie antérieure, la prison sans barreaux se referme. C'est ce qu'on appelle communément le système de l'emprise psychologique. Un peu comme ton ex, Chloé, Peter Pan est un pervers narcissique. Cette soumission des enfants était accentuée d'une part par la menace dans laquelle ils vivaient, puisque Peter Pan répétait sans cesse que s'il partait, il ne pourrait jamais revenir. Et d'autre part par la violence de leur environnement. Ils vivaient quand même dans un hangar désaffecté, entraînés à se battre, sous la menace constante de ce chef brutal. Parce que oui, les exploits de Peter Pan étaient bien connus des enfants perdus. Il se vantait en permanence d'avoir coupé la main du chef du clan ennemi et de l'avoir jeté au crocodile. Imaginez, les jeunes enfants vivaient dans la peur constante que la violence de ce chef finisse par se retourner contre eux. Et ils savaient ce dont il était capable. Admiration et crainte alors étaient mêlées. C'est l'exercice de cette emprise psychologique qui va conduire les enfants perdus à se plier à toutes les demandes de Peter Pan, y compris affronter régulièrement le clan rival, l'équipe du capitaine Crochet. En réalité, Peter Pan s'est tout bonnement constitué une petite armée de soldats, prêts à tout pour lui, et notamment à se mettre physiquement en danger. L'élément matériel de l'infraction d'abus de faiblesse, c'est le fait de profiter de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne mineure, soit d'une personne en état de particulière vulnérabilité, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable. On voit bien que d'une part, Peter Pan sélectionne des sujets mineurs et qu'il les conduisait pour que ceux-ci se battent, mettent en danger leur propre vie. Donc cet élément est évidemment constitué. Pour ce qui concerne l'élément moral, c'est-à-dire l'intention, l'enlèvement préalable des enfants, leur séquestration, les menaces de Peter Pan et tout le contexte de prison mentale dans lequel il est plongé volontairement ne peut que conduire à la constitution de cette intention. L'infraction d'abus de faiblesse sera donc retenue.
Pour ce qui concerne maintenant Madame Clochette, celle-ci est loin d'être en reste dans la commission de ces infractions. Elle va être partie prenante dans les enlèvements et dans l'administration de stupéfiants aux enfants. C'est même elle qui inventera le nom de poudre de fée pour que cette drogue semble d'autant plus alléchante pour des mineurs. En fait, comme la femme de Michel Fourniret, elle a joué un véritable rôle de rabatteuse, puisqu'elle aide dans la sélection des enfants et l'enlèvement tel que je viens de vous le décrire. C'est pourquoi elle devra être reconnue coupable de complicité des chefs d'enlèvement, d'usage et d'administration de stupéfiants. Mais Madame Clochette va plus loin que la simple complicité. Elle prend confiance en sa place de bras droit et prend même des initiatives malfaisantes. Le paroxysme étant la tentative de meurtre à l'encontre de Mademoiselle Wendy Darling. En effet, les mineurs sélectionnés étaient tous sans exception des garçons. Le dessein de M. Pan étant, comme je vous l'ai expliqué, la création d'une milice personnelle. Mais voilà, le dernier enlèvement concernait les enfants de la famille Darling, 2 garçons, Jean et Michel, mais aussi l'aîné, une jeune fille, Wendy. Madame Clochette est déstabilisée dans sa place d'unique représentante du sexe féminin au sein de la secte des enfants perdus. Elle va alors mettre en place un stratagème machiavélique pour se débarrasser de l'intruse. Sa place est menacée. Selon elle, ça justifie tout, y compris le meurtre. Elle a l'habitude de relayer les consignes du maître à penser Peter Pan, et elle fera croire aux enfants que l'ordre vient d'en haut. Il faut tuer Wendy. C'est uniquement la maladresse des garçons qui empêchera la mort de la jeune fille. Madame Clochette devra donc également être inculpée du chef de tentative de meurtre sur la personne de Wendy Darling. Madame le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, je conclurai en demandant que, lors de vos délibérations, vous pensez également aux victimes de ces 2 malfrats. Wendy, Jean et Michel ont presque eu de la chance dans leur malheur, car leur séquestration a été relativement courte. Mais pour d'autres enfants retrouvés dans ce hangar désaffecté, de longues années se sont écoulées. Loin de leurs proches, coupés du monde et de ses réalités, drogués régulièrement, les séquelles psychologiques sont lourdes, la réintégration dans la société ne sera pas facile pour eux. Je souhaite donc vous lire rapidement le témoignage absolument bouleversant du petit Guillaume qui racontait son long combat aux enquêteurs de l'Érage. Après ma sortie de la secte, j'ai ressenti un réel soulagement quand on m'a expliqué que j'avais été victime de manipulation mentale. C'était la première fois qu'on reconnaissait mes difficultés psychologiques sans me prendre pour un malade ou me soupçonner d'avoir été trop crédule. Mais à part ce poids qui m'a été enlevé, je n'arrive toujours pas à retrouver la personne que j'étais avant ma rencontre avec Peter Pan. Impossible de me débarrasser de ces images de combat. Impossible de faire confiance à mes parents. Impossible de ne pas avoir cette envie de reprendre de la poudre de fée. D'autant que je ne sais toujours pas comment ils ont procédé pour réussir aussi naturellement à me faire des choses qui ne me correspondaient absolument pas. Cette question m'obsède. J'ai alors l'impression que la secte n'est en fait jamais réellement sortie de ma tête. Je requiers donc une peine de 20 ans d'emprisonnement pour la personne de M. Peter Pan, ainsi qu'une peine de 30 ans d'emprisonnement pour la personne de Mme Clochette. Merci. La parole est donnée donc à l'avocat de la défense. On vous écoute. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les membres du jury, c'est aujourd'hui un procès injuste contre 2 jeunes gens qui sont dépeints comme des criminels sans cœur. Pourtant, ces 2 jeunes gens, ce sont des gens qui souffrent de solitude, des gens en manque d'affection et qui veulent donner l'affection qu'ils ont aux enfants de leur âge, ou en plus bas âge. Ce soir-là, en 1904, Wendy et ses frères se sont disputés avec leurs parents. Wendy avait dit « Je ne veux pas grandir » et son père l'a menacé de la mettre dans la chambre des adultes. Peter Pan et Clochette, sensibles au désespoir de Wendy, sont donc intervenus. Et ils leur auront permis de rêver, d'échapper à la réalité. C'est pour ces raisons-là que, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les assesseurs, je demande aujourd'hui l'abandon des poursuites contre Peter Pan et Clochette, pour 3 raisons que je vais vous décrire. D'abord,
l'incohérence et le manque d'objectivité du dossier. Ensuite, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines. Et enfin, en vertu de la prescription de l'action publique. D'abord, s'agissant de la cohérence du dossier, vous n'avez certainement pas manqué de noter que les faits ont eu lieu en 1904. Pourtant, Peter Pan a été identifié entrant par la fenêtre de Wendy, au 3e étage d'ailleurs, par une caméra de vidéosurveillance. Je ne sais pas si vous faites le rapprochement, mais la preuve a été rapportée avec un moyen qui n'existait pas à l'époque. Les caméras de vidéosurveillance ont été inventées en 1942. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Marty et Doc sont passés par là. Mais le point n'est pas là. Vous rapportez la preuve d'un fait avec une technologie qui relevait du futur en 1904. Le deuxième point qui manque d'objectivité dans le dossier, c'est le témoignage du capitaine Crochet. Le capitaine Crochet est le chef du gang rival. C'est déjà un point qui fait douter de la véracité du dossier. La deuxième chose, c'est qu'il obéit au code de la piraterie. Messieurs, dames, il me semble que si vous connaissez l'histoire, les pirates étaient principalement connus pour être hors la loi. Et son équipage le décrit même comme étant le plus grand des voleurs. Équipage qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Alors, le capitaine Crochet se discrédite de lui-même en disant vouloir se venger de Peter Pan. En chambre, vous faites intervenir un témoin, il vous dit qu'il lui aurait tranché la main, ce qui est purement hypothétique et absolument pas affirmatif. Et ensuite, il dit « Je veux quand même me venger de Peter Pan ». Alors, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce témoignage n'est pas très objectif. Troisièmement, vous justifiez les séquelles psychologiques des enfants en faisant appel à ce qu'il y a le syndrome de Peter Pan. Là encore, le syndrome de Peter Pan a été théorisé en 1982. Les faits ont eu lieu en 1904. Wendy avait probablement 90 ans, voire plus, en 1982. Il y a un certain décalage dans le temps. Mais surtout, le syndrome de Peter Pan ne fait l'objet d'aucun consensus dans le monde médical. Il y a même certains scientifiques, certains médecins qui démentent purement et simplement l'existence du syndrome de Peter Pan. À ce rythme-là, si vous justifiez des séquelles psychologiques sur n'importe quel genre de syndrome, il suffit de mettre un nom qui est d'ailleurs le nom de mon client. C'est de la diffamation, ça, messieurs, dames. C'est purement facile de pouvoir condamner n'importe quelle personne. Bon. Ensuite, vous faites allusion à la poudre de fée, qui sera similaire au GHB. Laissez-moi vous expliquer, après quelques recherches que j'ai faites, comment fonctionne le GHB. Alors, déjà, il ne fait effet que 15 à 30 minutes après l'administration, pendant 1 heure. Alors, pour pouvoir emmener des enfants au repère du pays imaginaire, il faudrait une certaine conséquence des GHB. Sauf que si vous administrez une dose supérieure, vous risquez le coma. Et ces enfants n'étaient pas dans le coma. Donc la poudre de fée n'est nullement comparable au GHB. Les scientifiques ont dû se tromper. J'en viendrai tout de suite à mon deuxième point de cette plaidoirie qui concerne la légalité des délits et des peines. La légalité des délits et des peines, c'est un principe fondamental en droit pénal, selon lequel seuls les faits qui sont punissables au moment où ils ont été commis peuvent être poursuivis. En l'espèce, les faits ont lieu en 1904, donc on applique la loi pénale de 1904. Et c'était le code pénal de 1810 à ce moment-là qui était applicable. Le code pénal de 1810 ne prévoyait que 3 infractions à cette époque, sur les 5 précités. Il s'agit de l'enlèvement, des actes de barbarie et enfin de la tentative de meurtre. Aucune des 2 infractions restantes, c'est-à-dire l'abus frauduleux et l'état de faiblesse, ni l'usage et l'administration de stupéfiants, n'étaient punissables à ce moment-là. Ils ne peuvent absolument pas être poursuivis sur ce fondement, sinon ça serait une violation pure et simple du principe fondamental qu'est la légalité des délits et des peines. Et excusez-moi de soulever ça,
Mais l'usage de stupéfiants, il est assez récent, il date quand même du XXe siècle, l'usage massif. Et il n'a été interdit que dans les années 1970 en France. Et quand même, en ce qui concerne la consommation personnelle de mes clients, nous rentrons là dans un domaine personnel. Cela ne vous regarde pas. Donc, comme il ne reste que 3 infractions qui pouvaient être poursuivies, eh bien, messieurs, dames, ces infractions ne pouvaient être en réalité poursuivies. Pourquoi? Parce que l'action publique était prescrite. C'est mon 3e point. Alors, qu'est-ce qu'est l'action publique? L'action publique, c'est ce qui permet en fait de poursuivre les auteurs des infractions. Et il y a un certain délai durant lequel cette infraction peut être poursuivie. En fait. Enfin, l'auteur de l'infraction peut être poursuivi. En 1810, le code pénal, qui était applicable donc en 1904, prévoyait une prescription au bout de 10 ans pour les crimes et au bout de 3 ans pour les délits. Ce délai commence à courir à partir du moment auquel les crimes et les délits ont été commis. Donc ici, le délai commence à courir en 1904. Comme il s'agit de crimes, c'était prescrit en 1914. Pourtant, nous sommes maintenant en 2022, donc presque 100 ans plus tard, et comme par hasard, le ministère public se réveille et décide de poursuivre au nom de faits qui se sont passés en 1904, alors que Wendy et ses frères sont probablement décédés en fait depuis l'heure. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les assesseurs, je vous conjure d'abandonner toute poursuite contre Peter Pan et Madame Clochette au nom du bon fonctionnement de la justice. Je vous remercie. La Cour va délibérer. Non, question. Ah oui. Est-ce que vous avez des questions, messieurs les assesseurs? Vous voulez commencer? Déjà, bravo à toutes les deux. On peut encore une fois les applaudir. J'ai des questions pour le ministère public. Est-ce que des expertises ont été diligentées pour identifier des drogues, poudre de fée, de perlimpinpin, que sais-je? Non, juste ma consommation personnelle. Il vous reste un échantillon. Voilà, j'en viens à ma 2e question. Est-ce qu'il reste éventuellement un échantillon pour que la Cour puisse se faire une idée, éventuellement, des passes, etc. D'accord, pas recommandé, s'il vous plaît. On ne pas suffira. Et est-ce qu'il est établi ou non, parce que je ne suis pas sûr, est-ce que la relation charnelle, éventuellement, entre Peter Pan et la fée Clochette a été établie? Oui, mais enfin, c'était pas officiel non plus. Est-ce que des images... Non. Les enquêtes ont montré qu'il y avait des choses ici. Des échanges de SMS. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à ça éventuellement aussi pour qu'on se fasse une idée de l'éventualité? Il faudrait dans ce cas demander le huis clos. Bien, on organisera une projection privée. D'autres questions? Est-ce que l'ONG c'est j'ai pas compris s'ils sont vivants ou Ah non, ils sont vivants, ils sont rentrés dans leur famille après avoir eu la peur de leur vie et maintenant ils ont des séquelles psychologiques et 50 € par semaine chez le psy. D'accord, très bien. Est-ce qu'ils ont est-ce que des blessures ont été constatées sur eux? Parce qu'on a bien compris qu'il y a eu des blessures psychologiques, mais est-ce que des blessures physiques ont été constatées? Non, sur Wendy et ses frères précisément, de par la courte durée de leur kidnapping, ils n'ont pas eu l'occasion de se battre contre les pirates, contrairement à certains des autres enfants perdus qui, eux, gardent des séquelles de physique. D'accord. J'ai également une question pour le ministère public. Vous avez évoqué le témoignage d'un enfant, Guillaume, pour qu'on puisse comparer, puisque Wendy et ses frères, comme vous l'avez rappelé, ont été enlevés et séquestrés pendant un court laps de temps, contrairement aux autres enfants. Combien de temps a été séquestré Guillaume pour qu'on puisse comparer? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Pas d'autres questions, Président. Alors cette fois-ci, la Cour va délibérer.
Je vous remercie. Moi, c'est compliqué. Sous la chaise tout à l'heure là-bas. Ouais, il se lève plus tard. La cour est demandé de vous lever. La présidente est connue pour être chiante. Vous pouvez vous asseoir. Alors, la Cour a délibéré et la Cour souhaiterait rappeler que compte tenu de plusieurs éléments, à savoir la matérialité des faits et la véracité des faits, Peter Pan et la Fée Clochette sont reconnus coupables, mais au regard des éléments qui ont été apportés par l'avocat de la défense, une dispense de peine sera prononcée au regard de l'âge des parties civiles et au regard de l'écoulement du temps. Voilà, je vous remercie.